Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, dans Bonne ou Mauvaise Scène, nous allons revenir sur une scène emblématique, enfin une scène qui m'a marqué du moins, du film de 1983, Octopussy. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la scène qui nous intéresse ce soir, je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Octopussy fête cette année ses 40 ans. Octopussy, c'est pas franchement le film que les fans de James Bond ou le grand public citent régulièrement parmi les grands James Bond. Et pourtant, Octopussy, quelque part, c'est vraiment ce que devrait être et ce qui était un James Bond typique des années 80. Loin des excès et de l'exubérance d'un Moonraker, loin quelque part de l'austérité d'un Rien que pour vos yeux, c'est vraiment le film typique qui pousse au paroxysme les codes de la saga bondienne. Deuxième réalisation de John Glenn, sixième et avant-dernière prestation de Roger Moore dans le rôle de James Bond. Octopussy, c'est vraiment le film quasiment parfait, qui n'est pas exempt de défauts. Après, on pourra toujours reprocher au film Moore poussant le cri de Tarzan, Moore déguisé en clown, Moore déguisé en gorille, Moore déguisé en crocodile, etc. Mais tout ça, ce sont des séquences tellement anecdotiques qu'elles ne nuisent pas globalement à la cohérence globale du film. Octopussy, c'est avant tout le retour de John Barry en Angleterre, après ses délicatesses avec le fisc britannique, et qui signe encore une fois une très grande partition. C'est le scénario naturellement du duo Michael Wilson-Richard Maybon, qui signe là un scénario d'une très grande intelligence qui, malheureusement, comme vous le savez, est devenu redevenu tristement d'actualité depuis ces derniers mois. Octopussy, c'est aussi la réponse, clairement, à un film qui s'appelle Les Aventuriers de l'Arche perdue, produit par George Lucas, réalisé par Steven Spielberg, avec son esprit serial, etc. Octopussy, c'est aussi, quelque part, un générique très chiadé de Maurice Binder, très léché, vraiment très intelligent, une très bonne d'ailleurs chanson thème. Mais c'est aussi un film, comme je l'ai dit souvent, bénéficiant d'énormément de soins et de moyens. Peut-être aussi, et pas totalement innocemment, une réponse indirecte à la mise en production de Jamais plus jamais, à la même période, avec le retour de Sean Connery. Une réponse des Hot Productions à la production concurrente, dissidente de Kevin McGlory. De sorte qu'on a rappelé Roger Moore en catastrophe, parce qu'il faut quand même se souvenir que normalement, dans le meilleur des mondes, ou dans le meilleur des bonds, ça aurait été James Brolin qui aurait dû prendre le relais de Roger Moore. Et face à un match d'importance, quoi de mieux que d'appeler les titulaires plutôt qu'utiliser les suppléants. Octopussy, c'est un film, comme je l'ai dit, qui bénéficie d'énormément de soins et de moyens, qui est un film très riche, qui est, on le sent à l'image, où tout est calculé, où tout est réfléchi. Je veux dire, c'est un film d'une très grande élégance, d'une très grande beauté. La photographie est absolument somptueuse. On sent clairement que les moyens ont été mis et que tout a été fait pour en faire une grande réussite. Et effectivement, au box-office, Octopussy a remporté le match face à Jamais plus jamais. Octopussy, on pourrait le résumer aussi par la grande richesse de son scénario. Je veux dire, c'est un film qui est quand même quelque part un petit peu atypique. Parce que, là aussi, comme je l'ai dit, Octopussy, on ne comprend réellement ce qui se passe que dans les 45 dernières minutes. Ce qui en fait vraiment un film particulier. Parce que, globalement, les James Bond sont relativement linéaires. Mais là, pour Octopussy, les enjeux sont tellement importants, sont tellement riches, que finalement, il y a eu une volonté de la part des scénaristes de complexifier la trame afin de la rendre plus intéressante et plus intelligente. Et globalement, ça fonctionne. Et puis, Octopussy, c'est une dernière chose, la richesse de son casting. Alors là, on va commencer par Maud Adams, qui incarne une Octopussy vraiment très crédible. Maud Adams est pour moi une très grande actrice. Elle incarne une Octopussy qui est finalement une Bond girl dans son époque, intelligente, autonome, à qui qui ne s'en laisse pas compter. Voilà, on va le dire clairement. Le personnage de Kamel Khan, interprété par Louis Jourdan, il apporte toute son élégance, toute sa
sa culture, toute son érudit, etc. On sent clairement que le personnage de Kamel Khan, c'est pas un méchant comme les autres. Je veux dire, c'est un personnage qui est extrêmement riche, qui apporte vraiment une plus-value au film. Je veux dire, Louis Jourdan n'a même pas été casté, on le sait, et je veux dire, il apporte tout simplement sa nature profonde, ce qu'il était en tant qu'homme, et je veux dire, ça apporte là aussi une plus-value au film. Et il y a tous les personnages secondaires. Je ne vais pas parler de la team MI6, Lois Maxwell, Robert Brown, Desmond Llewellyn, etc. Parce que eux, ils sont tout à fait dans leur rôle. Christina Warborn, qui est un grand personnage aussi, une Bond girl emblématique. La tombée du balcon avec le sari, c'est absolument phénoménal. Et surtout, il y a aussi plusieurs personnages secondaires qui sont intéressants dans Octopussy. Le personnage de Jim Fanning, personnage très secondaire, ben, la prestation de Douglas Wilmer, ben, elle est là. Je veux dire, on sent clairement que c'est un acteur qui maîtrise les codes du cinéma, les codes du théâtre, etc. Je vous invite d'ailleurs à regarder à nouveau un des épisodes de La Panthère Rose dans lequel il apparaît. Je veux dire, c'est absolument phénoménal, comme il peut jouer aussi bien le côté sérieux que le côté comédie. Les frères meilleurs, naturellement, David et Anthony, qui jouent le duo de lanceurs de couteaux, absolument effrayant. Je veux dire, ils jouent une prestation qui est aux antipodes de la personnalité qu'ils ont vraiment. Je les ai rencontrés il y a plusieurs mois en arrière. Honnêtement, c'est impressionnant de se dire que comment un duo d'acteurs aussi ouvert, aussi bienveillant, aussi avenant, peuvent jouer des personnages aussi détestables. Kabir Bedi, qui joue le rôle de Govinda, là aussi, une force de la nature, acteur d'origine indienne, je veux dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est un Golgoth, etc. Il y a un jeu, quelque part, de chat et la souris qui se joue avec Roger Moore, James Bond, c'est parfait. C'est parfait. Octopussy, finalement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est, voilà, les quelques points de détail que j'ai signalés en début de chronique. Et je veux dire, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est finalement ce qui devrait être un James Bond aujourd'hui. Un film dans lequel, au bout de 2h10 ou 2h06, si mes souvenirs sont bons, finalement, on sort avec le sourire aux lèvres. Et pas comme les derniers de l'ère Craig, où on se prend la tête avec des considérations philosophiques ou psychanalytiques. Voilà, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Un Bond doit être avant tout, je le pense, et je sais que mon point de vue n'est pas partagé par tout le monde, et je sais qu'on va me reprocher encore de faire du Craig bashing, etc. Non, absolument pas, c'est pas du Craig bashing, parce que je n'en veux pas à Craig en tant que tel, mais tout simplement aux scénaristes et aux producteurs. Je veux dire, Barbara Broccoli et Michael Wilson ne sont pas Cubby Broccoli. On ne fait plus un Bond comme on le faisait avant, comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Mais je veux dire, voilà, Octopussy, pour moi, est vraiment, selon moi, parmi les grands James Bond de la saga, parce qu'il incarne, parce qu'il évoque, parce qu'il renvoie, tout simplement. Et c'est très difficile à exprimer, parce que là encore, vous le savez, bonne ou mauvaise, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de chronique, il n'y a rien de préparé en amont. En avant, pardon, ou en amont, comme vous voulez. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est qu'Octopussy, c'est pas forcément le meilleur film de la saga, mais c'est un très bon film. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça, je veux dire, c'était mon introduction qui a quand même duré 7 ou 8 minutes. Je n'ai pas le chronomètre sous les yeux. Et je ne vais pas le regarder d'ailleurs. Et la scène dont je vais vous parler ce soir, c'est la mort de Misha dans la cabane forestière. Alors cette scène-là, elle renvoie directement à une autre scène d'un autre film de John Glenn, son premier, Rien que pour vos yeux, avec la mort de Locke, dont j'ai parlé, et dont le lien de la vidéo doit apparaître ici, ou peut-être là, vraisemblablement plutôt ici. Et là encore, ça prouve que Roger Moore, qu'on a souvent qualifié de pitre, etc., de n'être pas un vrai James Bond, etc., ben il prouve encore que s'il est bien dirigé, en l'occurrence par John Glenn, il est capable de fournir des scènes qui sont emblématiques de la saga. Je veux dire, on va repositionner la scène, il y a une grosse baston sur le toit du train, etc. Bond et Misha tombent du train, sachant que Grishka, son frère jumeau, a été déjà éliminé par 007 quelques minutes plus tôt. Et finalement,
Bond et Misha se retrouvent dans une forêt, hop, Roger Moore commence à courir, etc. Ils se retrouvent acculés contre une cabane forestière, etc. Et face à ce lanceur de couteau, il est obligé de trouver une parade. Et c'est pas tellement le climat qui est intéressant, même si la musique de John Barry participe énormément à la tension de la scène, etc. L'interprétation des frères Meyer est extrêmement important. Là, en l'occurrence, il s'agit d'Anthony Meyer, Tony Meyer pour être précis. Je veux dire, il y a la tension qui sort de cette scène. Et surtout, la fin de la scène. On a un Roger Moore, encore une fois, qui n'aime pas jouer la violence, on le sait, etc. Mais par contre, bien dirigé par John Glenn, bien photographié, bien cadré, etc., avec des expressions de visage bien adaptées, bah, ça donne une scène qui est absolument phénoménale, qui est absolument totalement efficace et qui est absolument parfaite. Roger Moore n'est jamais aussi bon dans la violence dans le rôle de James Bond que quand la violence semble légitime. C'est-à-dire que quand il agit en situation de légitime violence, un petit peu, et totalement d'ailleurs, à l'instar de la réaction qu'il a vis-à-vis de Locke dans Rien que pour vos yeux. Là, en l'occurrence, il est scotché contre une porte, etc. Et face à la tentative de meurtre dont il fait l'objet, finalement, il réagit de la manière la plus simple possible. Il se dégage de ce qui le lie à la porte et il poignarde tout simplement son agresseur. Et c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout la réplique de Moore. Un petit peu comme dans Rien que pour vos yeux, quand il lance à Locke, vous l'aviez laissé sur Ferrari, il me semble, en lui lançant l'épinglette. Là, en l'occurrence, il répond directement au meurtre de 009. Et la réplique est excellente. La réaction et le visage de Moore prouvent encore une fois qu'on est face à un 007 équipé du permis de tuer, qui n'est pas là pour plaisanter. Alors, souvent, on a accusé Moore d'être un James Bond un petit peu plus léger, un petit peu plus dans le second degré, un peu plus dans la comédie. Là encore, une fois, avec la réalisation de John Glenn, Roger Moore prouve qu'il peut être un 007 permis de tuer tout à fait convaincant. Et cette scène-là, je veux dire, on pourrait la citer parmi les grandes scènes de la saga. Moi, je pense que on néglige trop souvent le côté tueur froid de Roger Moore au profit de son côté séducteur, sympathique, avenant, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur Octopussy, sur cette scène-là. Cette scène-là, honnêtement, elle est d'une très grande réussite. Et je veux dire, on aurait tant de choses à dire sur Octopussy. Rassurez-vous, pendant 4 semaines, je vais faire le focus sur 4 scènes emblématiques d'Octopussy afin de célébrer ses 40 ans. Et on aura l'occasion de compléter, peut-être par rapport à ce que j'ai dit, ou pas dit, ou mal dit, la semaine prochaine. Sachant que dans quelques semaines aussi, parce qu'on a déjà parlé d'Octopussy, Yann nous fera un gros focus et une grosse analyse dans Bonne ou Mauvaise du pré-générique d'Octopussy, avec la cross-star, etc. Mais tout ça, ça fera l'objet d'un autre débat, d'une autre chronique, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau Bonne ou Mauvaise consacré à Octopussy.